Et bonjour, petite fougère de YouTube. On se retrouve à nouveau pour une séance de lecture. Mais je vais commencer, avant de continuer la lecture d'Emmanuel Bobatti, book sur transfuge de sexe, je vais commencer par un petit encart. Nous sommes sur une nouvelle session de stream. Voilà. Nous avons commencé la lecture donc, de cet ouvrage hier. Et comme tu as peut-être écouté la première et seconde VOD de lecture commentée, cet ouvrage me met quelque peu en colère. Il est d'une qualité que j'estimerais au niveau des idées assez pas exceptionnelle. Reproducteur en fait d'oppression, avec des angles morts qui sont assez conséquents, qui demandent en fait pour coller, pour cadrer, de tordre la réalité un peu dans tous les sens et de négliger beaucoup de choses. C'est un peu ironique par rapport à une approche qui se veut matérialiste. Comme quoi, hein, voilà. Donc du coup, on va commencer par un petit encart où déjà je vais essayer de tourner un peu différemment le reste de ma lecture. C'est-à-dire que je vois que c'est une approche qui m'énerve. C'est une approche comme quand j'ai lu Lordon qui m'énerve vraiment beaucoup, qui du coup fait que je laisse un petit peu beaucoup parler ma colère, mes émotions, et que je ne prends pas trop ma casquette de vulgarisation, de prendre du recul et d'expliquer posément pourquoi est-ce que ce genre d'idée, ce genre de manière de traiter le monde, le réel, en fait, il pose problème. En quoi est-ce que tout simplement c'est une manière de faire qui est délétère, qui met sur le côté beaucoup de gens, qui est reproducteur d'oppression, là où son but avancé, officiellement, est censé justement d'un petit peu permettre d'améliorer la prise en compte pour certaines populations oppressées. Qui est du coup quand même un peu ironique. Bon, voilà, c'est pas forcément très étonnant parce qu'encore une fois, nous sommes des gens qui vivons, qui évoluons dans des situations qui sont oppressives et on les reproduit. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, finalement ça change pas grand-chose. On a des biais et on les exprime de plein de manières différentes. Et là, par exemple, le transmatérialisme, c'est une énième expression des biais qu'il y a dans nos sociétés qui sont, encore une fois, des sociétés oppressives. Donc même avec les meilleures intentions du monde, on se plante. Alors quand on n'a pas spécialement les meilleures intentions du monde, non pas que je dis non plus qu'il y a de mauvaises intentions, hein, mais quand juste en fait on fait pas le minimum de travail pour sortir d'un prisme, on va dire quand même particulièrement oppressif et d'essayer de prendre du recul sur ce que nous-mêmes on reproduit, assez facilement on pérennise et on renforce les structures déjà en place. Ce qui est dommage, à minima. Donc, tu veux dire que le livre met la tronche en biais? Oh, gentle. Cette vanne cursed. Donc voilà, ce petit encart en début de 3e épisode de lecture, c'est simplement pour dire que la suite de la lecture, je vais essayer de la faire de manière plus mesurée, au niveau de ma colère et de l'expression de mes émotions, et de expliquer un peu plus pourquoi ça n'a aucun sens. Typiquement, un des trucs qui m'a quand même bien agacé dans ce qu'on a lu hier, c'est le passage où on nous explique un petit peu succinctement que, concrètement, s'il y a des personnes trans, c'est parce qu'il y a le patriarcat. Ce qui sous-entend donc que s'il n'y a pas de patriarcat, il n'y aurait pas de personnes trans. Je ne l'ai pas vraiment explicité hier à quel point c'était éclaté et pourquoi c'était éclaté. Et en fait, c'est ce genre de choses que je veux corriger. Là, en l'occurrence, d'ailleurs, pour répondre à ça, pourquoi est-ce que c'est une approche qui n'a aucun sens ? Parce qu'en fait, c'est une approche qui consiste à tout simplement nier l'identité des gens. C'est pas parce que nous sommes dans un modèle patriarcat que l'on souhaite en fait être une personne trans. Ça n'a aucun sens dans une société qui est non seulement patriarcale, mais qui est aussi transphobe, entre autres oppressions. On va pas désirer quelque chose qui va nous matraquer la gueule. C'est pas un effet de mode, c'est pas parce qu'on va changer le rapport de force, parce que en plus dans un monde qui est patriarcal, on fait quoi du coup des femmes trans qui du coup perdent des droits dans une société patriarcale, en fait. Ça n'a pas de sens de vouloir racoler l'existence des personnes trans parce qu'il y a le patriarcat. Le patriarcat vient formater, vient conditionner certains parcours de personnes trans, c'est une évidence, va venir imposer une lecture aussi, potentiellement, à certaines réalités. Mais c'est pas parce qu'il y a le patriarcat que des personnes trans vont exister. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas une conséquence du patriarcat que d'avoir des personnes trans.
Il y a des personnes trans qui existent, et qui existent depuis des plombes, avant même qu'on ait des sociétés patriarcales comme la nôtre, en fait. Ça n'a pas de sens de vouloir raccrocher l'existence des personnes trans à une forme de société particulière, comme si c'était la conséquence de cette société particulière. Ça a des tenants avec des discours qui sont extrêmement réactionnaires, avec, par exemple, les discours de la chute de la civilisation qui va se féminiser, et qui, comme elle va se féminiser, va se détruire, va se déliter petit à petit, des visions du monde en fait délétères, qui notamment renforcent drastiquement les visions conservatrices, les visions stéréotypées, du genre binaire, du genre, etc., etc. Et c'est en ça que, du coup, c'est absolument éclaté comme point de vue, en fait, vous voyez ? Oui, bonjour, du coup, Radiscal, j'espère que tu vas bien. C'est exactement ce point-là. C'est comme si on disait, en fait, l'orage, c'est la faute de la pluie. Ça n'a pas de sens. Ou vice-versa. La pluie est la faute de l'orage. Ça n'a aucun sens. Dans le sens où la pluie, elle existe, qu'il y ait de l'orage, qu'il n'y ait pas de l'orage, et il y a des orages, et parfois il n'y a pas de pluie. Et enfin, vous voyez, il y a plein de trucs qui existent, qui font que, en fait, c'est pas... ça va évoluer dans des cercles, ça va avoir des impacts les uns sur les autres, etc. Mais ça ne va pas être une explication du pourquoi ça existe. Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste aucun sens. Et bonjour Mash, au passage, j'espère que tu vas bien, en tout cas aussi bien que possible, de même que Radiscal ou toute autre personne qui sont là dans le fond. Du coup voilà, petit encart en ce début de 3e VOD, tout simplement. On va reprendre la lecture, on va essayer d'en faire quelque chose de plus constructif que le matériel de base, qui, encore une fois, malgré les bonnes intentions potentielles des personnes qui ont écrit cet ouvrage, enfin de la personne qui a écrit cet ouvrage, parce que je ne connais pas cette personne, et très franchement, je ne vais pas me permettre de juger cette personne, je ne la connais pas, elle peut avoir les meilleures intentions du monde, ça ne change pas qu'elle a sûrement des biais, et vu le propos, oui, il y a clairement des biais. Moi, mon point de vue, c'est pas, encore une fois, de venir cibler sur une personne. Ça n'a pas de sens. Je vais pas vous dire, venez, on va tous détester l'auteur. Je m'en branle qui il est. Je m'en fous. Je suis là pour cibler le pourquoi cette idéologie-là pose problème. Pour essayer de faire prendre conscience, alors d'une part aux personnes qui ne sont pas concernées, les personnes qui ne sont pas trans, et qui du coup veulent se renseigner, et qui potentiellement veulent se renseigner en allant sur des ouvrages comme celui-là, ou sur des créatrices de contenu qui promeuvent ces idées-là, parce que oui, il y en a, et montrer en quoi c'est un problème, en quoi cette vision-là est pas une bonne vision, et ne va que pouvoir reproduire, encore une fois, malheureusement, des fonctionnements délétères, oppressifs, etc. Et d'une autre part, pour les personnes concernées qui, pour l'instant, soutiennent ces thèses, ou en tout cas les voient pas forcément d'un mauvais œil, pour différentes raisons, potentiellement pour des parcours de vie, potentiellement parce que pris dans un engrenage avec des camarades autour qui promeuvent ce genre de choses, et du coup on y va aussi, parce que ça aussi ça se fait, parce que à peine en début de parcours trans ou quoi, enfin plein de choses qui peuvent faire qu'à plein de niveaux on est séduit potentiellement par ce genre de vision du monde, parce que ça correspond à notre réalité personnelle, etc. Et pourtant, ça ne change pas que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Ça ne change pas que c'est une idéologie, encore une fois, qui est rance, qui est très problématique. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'il est pertinent de, quand même, faire de la lecture commentée là-dessus. Une fois, voilà, ça c'est le deuxième point que je vais ajouter. Tout comme à l'époque, j'ai fait une lecture de Lordon, et que c'était une purge. Voilà, c'était vraiment une putain de purge. Le fait est que je l'ai fait qu'une fois. J'ai fait une lecture d'un ouvrage de Lordon. Je vous ai montré pourquoi les idées de Lordon, c'était pas bien. Qu'est-ce que ça sous-entendait derrière ? Quel cheminement il y a derrière ? Et c'est tout. Je n'ai plus jamais refait de lecture sur un second ouvrage. Je ne viens pas vous mettre, je sais pas moi, parce qu'en live on fait des reacts, je ne viens pas vous mettre en react et venez on se fait une interview de 3 heures de Lordon et j'en passe. Non, je vous le fais une fois. Il y a une trace sur YouTube avec les VOD, vous avez une lecture commentée d'un ouvrage entier, comme ça vous n'avez pas juste quelques passages, vous pouvez pas me dire « Ah oui, mais parce qu'en fait tu comprends pas, parce que dans le reste de l'ouvrage, il y a... » Non, voilà. Vous avez un truc complet, cadré, un minimum, et qui explique pourquoi, du comment, je pense telle chose de ce genre d'idéologie. Là, on va faire pareil. Je vais donc vous donner mon point de vue sur le transmatérialisme à travers cet ouvrage, Transfuge de sexe. Une fois, je vais le prendre comme il faut, pendant le nombre de séances qu'il faudra, mais seulement cet ouvrage, et uniquement cet ouvrage, et derrière, ça sera basta.
Si un jour quelqu'un vient sur mon live et me dit « Hey, tu veux pas parler de transmatérialisme ?» Je lui dirais « Eh bien écoute, sur YouTube, tu as une lecture commentée de Transfuge du sexe, vas-y, c'est la critique du transmatérialisme, fais-toi plaisir. » Et basta. Et je reviendrai pas dessus. Parce que sinon, ça va être juste de la simple exposition d'un discours qui est oppressif, qui est violent, qui est pas bon, en fait, tout simplement. Et ça va pas le faire. Autant je pense que c'est pertinent de le faire une fois, ce travail-là, autant je pense que c'est pertinent de le démonter au moins une fois, et puis après, on passe à autre chose, en fait, tout simplement. Donc voilà, là, on est sur un troisième épisode de lecture sur Transfuge de sexe. Je vais faire la quantité nécessaire de lecture dessus. Une fois que l'ouvrage est fini, basta, bisous, je me tire. Tout simplement. J'ai une question liée à ce point. Dans une société qui ne ferait pas de distinction de genre, est-ce que ça ferait disparaître la distinction cis, non cis, trans, vu que cette distinction est liée à la catégorisation de par genre? En tout cas, une question à laquelle me fait penser ce lien nul entre existence du patriarcat et présence de personnes trans. En fait, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que c'est pas une société qui ne prendrait pas en compte, on va dire, des distinctions de genre qu'il n'y aurait pas de genre. Tout simplement, tu ne peux pas exister, penser, à mon avis, une société où l'entièreté de la population, quelle que soit la personne, se dise je n'ai pas de genre ou juste la question de genre ne se pose pas, basta. Il y aura forcément des gens qui auront, d'une manière ou d'une autre, des perceptions d'elles-mêmes différentes, en fait. C'est pas parce qu'il n'y aura pas de rapport hiérarchique qu'il n'y aura pas de genre. En fait, c'est ça le truc qu'il faut bien se rendre compte. Pour moi, ça me semble complètement stupide, en fait, et absolument improbable, impossible d'avoir une société qui est agenrée, où juste il n'y a pas de genre, ou un genre unique et tout le monde a le même, et puis basta. Parce que tout simplement, ça va uniformiser les choses, et l'humanité n'est pas comme ça. L'humanité n'est pas uniforme. À aucun niveau, l'humanité n'est uniforme. Ça n'a pas de sens. Pour faire ça, en fait, il faudrait avoir des mécanismes qui, à différents niveaux, viendraient maintenir, forcer, en fait, à avoir un seul et unique genre uniforme. Et ça n'a pas de sens. En fait, vous voyez ce que je veux dire? On retomberait dans des mécaniques d'oppression où il y aurait des gens qui ne se sentiraient pas dans ce genre uniforme, qui du coup devraient subir une forme d'oppression pour ne pas avoir à l'exprimer dans une société comme ça. Le plus logique, c'est que dans une société où il n'y a pas de hiérarchie de genre, en fait, il y a une multitude, une pluralité de genres, et juste, c'est ok, point. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est en ça que ça n'a pas de sens de vouloir faire un lien ou de vraiment de se poser la question de oui, mais s'il n'y avait pas le patriarcat ou autre formulation hiérarchique de genre, il y aurait peut-être pas plein de genres. Il y aurait forcément plein de genres. Ça revient à dire si on arrête, je sais pas moi, on va faire un truc très con, vous allez voir, ça va être un autre niveau. Alors ça vaut ce que ça vaut comme métaphore, mais c'est comme si on se disait il n'y a plus de hiérarchie de race, donc il n'y a plus de noirs qui existent, ou il n'y a plus de blancs qui existent, ou il n'y a plus je ne sais quelle ethnie qui existe. Ça n'a pas de sens. S'il n'y avait plus de hiérarchie raciale dans le monde de demain, il y aurait toujours des gens qui ont des couleurs de peau différentes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'aurait aucun sens de uniformiser la population parce que d'un coup, on a enlevé le rapport hiérarchique. Il y aurait toujours une pluralité de gens avec une pluralité de réalités, etc. Et c'est, encore une fois, tout l'intérêt d'ailleurs d'une société plus idéale. Il y aura toujours des gens pour utiliser ce prisme, au moins pour elles-mêmes. Sûrement. Si on parle d'une hiérarchie raciale, il y aura sûrement toujours des cons. Il y aura toujours sûrement des gens racistes. Il y aura toujours sûrement des gens transphobes, même dans une société où, de manière, on va dire, structurée socialement, il n'y aurait pas d'oppression. Il y aura sûrement toujours, effectivement, une personne qui fera preuve, tout simplement, de fonctionnement rance. Mais la différence, c'est que ça sera une personne qui aura des fonctionnements rance et non pas une société. En dehors des rapports de société, oui, voilà, il y aura toujours des gens qui, tout simplement, ont des réalités, ont une existence différente, et du coup se sentiront différents pour telle ou telle raison, et se sentiront proches de telle ou telle autre personne pour telle raison. Ça c'est évident. Encore une fois, c'est pas parce qu'on uniformise la vision du monde que derrière, la réalité disparaît, en fait. Et c'est d'ailleurs un des gros angles morts du matérialisme, c'est que le matérialisme te fait croire que, et là je parle du matérialisme au sens général, mais c'est le cas évidemment d'autant plus sur le transmatérialisme, qu'on va se coller au réel, et à partir du réel on va donner quelque chose de vrai. Sauf qu'en fait, ça a une énorme écueil, c'est que le matérialisme se base sur ce que là aujourd'hui nous avons dans nos sociétés oppressives. Autrement dit, dans des sociétés où on essaie d'uniformiser un certain nombre de choses
en fonction des rapports hiérarchiques de genre, hiérarchiques de race, etc., etc. Or, du coup, ça n'empêche pas l'existence de tous celles qui subissent l'oppression de ce système-là, qui sont là et qui existent, mais qui sont invisibilisés, qui sont écrasés, qui sont oppressés. Matériellement, du coup, tu fais comment pour le prendre en compte, puisque toute la société sur laquelle tu te bases matériellement le casse, le détruit, l'invisibilise. Vous voyez l'énorme écueil qu'il y a. Ça pour revenir un petit peu sur hier, et d'ailleurs au passage bonjour Outlet Reality, parce que j'ai pas dit bonjour, j'espère que ça va aussi bien que possible au travail. C'est comme hier, à un moment donné, quelqu'un avait posé la question, mais pourquoi est-ce que le transmatérialisme, forcément, de manière inhérente, il est ambiphobe? Et on avait répondu parce que simplement, dans une société comme la nôtre, et que dans une société comme les nôtres, parce qu'il y en a plusieurs des sociétés, encore une fois, on a une vision qui est binaire. Homme, femme, point. Et donc, de fait, toute la réalité non-binaire n'existe pas. Elle est écrasée. Matériellement, les sociétés comme les nôtres invisibilisent, écrasent, nient les réalités en dehors de ce cadre binaire. Donc, matériellement, t'as rien sur quoi t'appuyer. Donc, du coup, si tu restes sur du matérialisme, bah, tu as une énorme écueil. Et ça, c'en est qu'une parmi d'autres, l'ambiphobie. C'en est qu'une parmi d'autres. Et c'est tout le problème, encore une fois, d'idéologies qui sont matérialistes. Le matérialisme, ça peut avoir un intéressant pour voir des effets concrets à l'heure actuelle, un état des lieux. C'est-à-dire, là, tiens, on regarde dans notre société, on se rend compte que ça marche comme ça, factuellement, matériellement, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que c'est organisé, etc. À ce point de vue-là, oui, c'est ok, c'est pertinent pour faire un état des lieux. C'est pertinent pour faire, sur ce temps-là précis, à ce temps X, constater comment c'est structuré. Mais en fait, il ne faut pas juste se centrer sur ça. C'est qu'un outil parmi d'autres pour comprendre des relations de pouvoir, pour comprendre les relations de pouvoir actuelles, comprendre ce vers quoi on veut tendre, comprendre ce de quoi on est venu, exactement aussi. Bref, c'est un outil qui peut, dans un certain cadre très défini, être pertinent. Et seulement dans un petit cadre défini. Parce que sinon, en fait, on revient à la même chose que je vous ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne. Si vous avez un marteau et que c'est le seul outil que vous utilisez pour tout et n'importe quoi, ça va pas très bien marcher. Parce qu'un marteau, c'est très bien pour enfoncer un clou. Un marteau, c'est pas très utile pour faire tenir une fenêtre. Parce que vous allez sûrement éclater la fenêtre, en fait, en tapant dessus. Vous voyez un petit peu le point de vue, ou pas? Et le matérialisme, et à plus forte raison le transmatérialisme, c'est vraiment ce point de vue-là. C'est vraiment se dire, tiens, c'est un léger souci parce que, en fait, j'utilise un marteau pour strictement tout le temps. Or, tout n'est pas un clou. On me ping pour me dire la carte au-dessus pour illustrer l'existence des entités pour la plupart en dehors des systèmes monde du Nord. Effectivement, je peux vous partager ceci. Hop, donc fourni par notre camarade Fred. Hop, je vous le retransmets. C'est donc une carte, tout simplement, qui montre la diversité en fait, de genres qui existent, et notamment en dehors, incroyablement, des cadres européens, européano-centrés, enfin même occident-centrés, parce que, encore une fois, il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi des pays colonisateurs qui existent à travers le monde grâce à notre incroyable influence. Yay! Yay! Youhou! Bref, est-ce que ça répond du coup un peu à vos questions? Est-ce que vous voyez un peu plus du coup ce que je veux dire et la critique que j'en ai ou pas? Même la Nouvelle-Zélande et un marqueur pas loin. Bah oui. À ce niveau, on peut parler de colonialité du genre et colonialité du savoir, mais complètement. Encore une fois, c'est quelque chose que je crois que j'ai dit déjà hier, et que en tout cas je sais que j'ai déjà dit plusieurs fois dans des lives. N'oubliez pas que la réalité binaire du genre, c'est une réalité qui s'est imposée par le colonialisme. C'est parce que c'est une vision qui est occidentale, qui est en fait tout simplement imposée, qui est venue écraser, effacer d'autres réalités. Hein. Faut pas le zapper, ça. Effectivement, il y a par exemple Bad Socio qui en parle, Contre-Euphorie que je vous ai déjà diffusé aussi. Bad Socio, je crois pas avoir vous diffusé du contenu. Je crois que j'ai mis de côté les podcasts, mais on les a pas encore écoutés. Il faudra qu'on le fasse quand même un jour. Faudra qu'on le fasse. Et encore une fois, pour revenir aussi sur un autre truc, n'oubliez jamais que les connaissances, la grande majeure partie des connaissances qui sont valorisées, qui sont mises en avant, qui sont perçues comme des connaissances scientifiques, sont des connaissances issues d'un monde colonial, issues d'un monde occidental, validées par les principes coloniaux, par les principes occidentaux. C'est-à-dire que même la manière de faire de la science
est complètement imprégné de biais à tellement de niveaux. Ce qu'on valide comme étant bien scientifique, c'est ce qu'on valide en fait comme étant surtout bien occidental. Et ça aussi, ça produit forcément un certain nombre de petits problèmes de manière relativement évidente. Je reprends un petit peu. Par exemple, le patriarcat a été implanté par le colonialisme. Les identités existaient avant les colonisations, totalement. On crame cette société, il faut cramer beaucoup de sociétés, oui. Après, comme toujours, moi je vous le dirai systématiquement, ça sert à rien de juste cramer pour cramer, même s'il y a bien des choses à cramer, très clairement. Faut quand même surtout, déjà, avant de commencer à cramer, penser à ce qu'on construit. Si vous cramez juste pour cramer, vous n'allez pas aller loin, on va pas faire grand-chose. Donc faut déjà commencer à penser qu'est-ce qu'on va faire de mieux. Et c'est en ça que, par exemple, des idéologies comme le transmatérialisme me posent problème. Parce que l'idée, c'est un peu de faire le constat de venez, on va cramer tout ce qui est actuellement, pour au final remettre un autre modèle oppressif, mais à un autre niveau. Ça n'a aucun sens, c'est stupide en fait, ça va pas servir à grand chose, c'est pas très pertinent quand même. Pour une critique plus historique de la construction du matérialisme, il y a l'afro-marxisme, Bad Sociaux en parle aussi, ça sort le matérialisme marxiste de l'Occident blanc, primordial pour déjà décloisonner sa pensée, c'est pas dire que je comprends toutes les imbrications. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai pas lu? Je regarde un petit peu dans le chat. Il y aura toujours des... Ça, j'avais lu. Ça, j'avais pas lu, même s'il n'y a pas d'assignation de genre, il ne pourrait pas y avoir de personnes trans vu qu'elles ne pourraient pas être en désaccord avec le genre assigné. Alors, oui et non. En fait, ça, pareil, encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ça n'a pas de sens parce que ça partirait du principe qu'il y a un genre assigné qui est... ça n'a pas de sens. Je ne sais pas expliquer comment ça n'a pas de sens. On ne peut pas avoir une société dans laquelle on a retiré les hiérarchies, notamment de genre, où on aurait un seul et unique genre, basta. Il y aurait forcément des gens qui auraient des genres différents, et donc des vécus différents. Est-ce qu'on appellerait ça être une personne trans en opposition à une personne cis? Probablement pas, parce qu'il n'y aurait pas de modèle, on va dire, de hiérarchie de genre, de hiérarchie des cis au-dessus des personnes trans. A contrario, il y aurait quand même des identités de genre différentes. Et quand bien même le terme serait différent, ces identités de genre seraient toujours très fortement raccord à l'identité trans. Le principe, c'est qu'à l'heure actuelle, l'identité trans, elle est dans un cadre qui est un cadre patriarcal, un cadre qui est raciste, un cadre qui est handiphobe, etc., etc. Et que dans ce cadre-là, l'identité trans, elle se vit et elle est vécue et elle est vue comme étant une altérité des cis. Ce serait pas le cas dans une société où on fait sauter en fait ce rapport hiérarchique. Mais pour autant, il y aurait quand même des différences de genre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Est-ce que ça vous semble pertinent ce que je raconte ou pas du tout? J'essaye d'expliquer un truc le plus clairement possible, mais en fait, je pars d'un truc, une prémisse qui n'a tellement aucun sens que pour moi, j'ai un peu du mal à vous expliquer pourquoi ça n'a pas de sens. Je sais pas du coup si c'est très clair. Je sais pas si c'est très clair. On peut pas deviner quel est son genre à la naissance quand on est avec une tub, ou alors c'est Sexual Minority Report. Ouais, il y a un peu de ça. Tu parles comme une IA. Peut-être un peu. C'est de plus en plus clair. Bon, au moins, il y a des gens qui commencent à capter. Bonjour à toi, Masterbug, au passage. J'espère que tu vas aussi bien que possible en cette belle journée. Encore une fois, faut pas hésiter à me dire s'il y a un point que vous ne comprenez pas, qui vous semble pas obscur, je reviendrai dessus, tout simplement. Je reviendrai dessus pour essayer d'en faire un truc un peu plus propre, un truc un peu plus clair à comprendre, tout simplement. Et notamment, potentiellement, si vous m'expliquez pourquoi vous ne comprenez pas, peut-être que je me rends compte que c'est parce que j'ai des termes qui sont pas adaptés, peut-être parce que moi, il y a des termes qui me semblent évidents, de par mon bagage, notamment de psychologue social, de par mon bagage de personnes qui est non-binaire, etc. Peut-être qu'à ce moment-là, du coup, je vais me rendre compte qu'en fait, ce mot-là, qui pour moi est évident, pour vous, il ne l'est pas forcément. Et du coup, aussi adapter mon langage en fonction de ça. C'est beaucoup ça, la vulgarisation, c'est un truc que je vous ai déjà dit quand même ici. C'est surtout adapter l'explication à la personne qui est en face. C'est-à-dire que si je suis en train de vous faire la vulgarisation, mais en utilisant juste mon bagage, et puis basta, et c'est à vous de raccrocher les wagons et à vous démerder, c'est pas de la vulgarisation, c'est de la merde. Moi, la vulgarisation, c'est comme ça que c'est censé être pensé, c'est comme ça que c'est censé être réalisé, c'est adapter un discours, on va dire expert, un discours potentiellement scientifique, etc.,
un discours qui est justement indexé à une certaine réalité, à un certain contexte de production, qui est particulier, qui est pas accessible tout simplement aux genres qui sont en dehors de ce contexte-là, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas dans ces contextes-là, et de l'adapter du coup aux autres, de l'adapter à leur code. C'est comme ça qu'on fait de la vulgarisation. On réduit et on simplifie les termes et non pas le fond. On simplifie et on réduit la forme, mais pour garder le fond. C'est ça une bonne vulgarisation. Et d'ailleurs, c'est au passage une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup de mal avec un certain nombre de contenus qui sont dits mainstream, des contenus, on va dire, largement répandus, par exemple sur YouTube, même sur Twitch, de personnes qui font de la vulgarisation, où malheureusement la vulgarisation, elle est mal comprise, ou à minima mal réalisée, et qu'on simplifie non pas la forme, mais on simplifie le fond. Et là, c'est un problème, parce qu'en simplifiant le fond, très souvent, on produit des erreurs. On produit des angles de vision qui sont éclatés au sol, en fait, qui passent à côté des réalités, qui nient des réalités, qui reproduisent des biais, etc., etc. Une bonne vulgarisation, normalement, c'est simplifier la forme, jamais le fond. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me donner un retour s'il y a un truc qui vous semble pas clair. Je vais reprendre la lecture sur cette longue aparté de 26 minutes en début de VOD. Voilà, YouTube, c'est une longue aparté. Nous sommes donc dans la lecture commentée d'Emmanuel Bobatti et de son ouvrage Transfuge de sexe, passer les frontières du genre. Nous sommes plus particulièrement dans la sous-partie sous les sciences, le genre, et on est reparti. Le genre n'épargne pas les sciences du changement de sexe. Dans les approches cliniques, comme dans les approches queer, FTM et MTF ne sont pas traitées à l'identique. Les femmes trans sont traditionnellement plus étudiées par la médecine, un phénomène qui a conduit à les faire connaître davantage. A l'inverse, ce sont les FTM qui retiennent plus l'attention des études queer. Et dans les deux cas, ce traitement différencié véhicule un certain androcentrisme. Médicalisation des corps des femmes. Dans la littérature médicale, comme dans les représentations sociales et médiatiques, le changement de sexe est rarement pensé au masculin. Aux hommes trans qui entraient en contact avec lui au sujet d'une chirurgie génitale de réassignation, Harry Benjamin répondait qu'il n'existait pas d'intervention possible dans leur cas. Pourtant, l'invention de la phalloplastie remonte à la fin de la Première Guerre mondiale. Cette opération visait alors à reconstruire les pénis des soldats mutilés. La vaginoplastie et la phalloplastie apparaissent quasiment à la même époque. Je vais y arriver. Mais ces deux chirurgies ne sont pas investies de manière équivalente au cours des décennies suivantes. Les technologies médicales destinées au MTF sont bien plus développées que celles qui sont destinées au FTM. En particulier la chirurgie de réassignation de sexe. La vaginoplastie est pratiquée dans davantage d'hôpitaux et de cliniques à travers le monde que la phalloplastie ou encore la métaïodoplastie. Ouah, le terme est un peu particulier, excusez-moi. Elle est également beaucoup moins onéreuse et elle présente nettement moins de complications post-opératoires. Nombreux sont ceux qui voient dans cette asymétrie de travail, de recherche et de développement technologique l'indice d'un sexe ratio déséquilibré entre FTM et MTF. Les hommes trans seraient moins nombreux, ce qui justifierait alors le faible intérêt du corps médical à leur égard. D'autres attribuent au contraire ce phénomène à une différence physiologique entre les hommes et les femmes. Il serait plus complexe de fabriquer un pénis que fabriquer une vulve. Cependant, une autre hypothèse peut être aussi avancée. L'asymétrie de visibilité entre le MTF et les FTM peut être lue à la lumière de la critique féministe des sciences. Apparue dans les années 80, le courant de pensée s'attache à démontrer que les savoirs scientifiques n'ont rien d'une vérité absolue. Initié par des biologistes, il soutient que, comme toute autre activité, la production scientifique est traversée par des normes, par des représentations sociales et genrées, qui orientent les recherches et les résultats obtenus. Autrement dit, les savoirs sont toujours situés, y compris ceux qui sont produits dans le champ des sciences de la vie. Et ce savoir contribue à produire les catégories de sexe, leurs différences, leur hiérarchie. L'approche permet de voir dans le double standard médical entre hommes et femmes trans un exemple d'androcentrisme scientifique. La médecine s'intéresse davantage au MTF parce que, de manière générale, elle se focalise plus sur les corps des femmes, considérés comme des corps imparfaits, qu'il faudrait en quelque sorte parachever. La gynécologie, tout d'abord, s'est développée sans réel équivalent masculin, l'andrologie demeurant un champ relativement marginal. L'endocrinologie, la chirurgie sexuelle aussi se sont historiquement développées à destination des femmes. Spécialistes des sciences et des technologies
Nelly Hutschorn a montré, entre autres, comment les recherches endocrinologues se sont concentrées sur elles et ont conduit à leur faire porter entièrement la charge de la contraception médicale. La régulation des hormones est une question éminemment politique et il en est de même pour la chirurgie. Au-delà du cas des trans, les médecins ont plus de proportions à intervenir sur les corps des femmes que sur ceux des hommes. Mais même dire ça, j'ai l'impression d'entendre un mec cis qui ouin. Je vais garder mon jugement pour moi. Je constate que ce début de lecture n'est pas particulièrement horrible, même si personnellement je ne l'aurais pas rédigé de la même manière. Voilà, je vais le formuler ainsi. Encore une fois, le but du jeu, c'est de faire de la vulgarisation dessus, pas de venir poser un avis sur la personne qui rédige, en tout cas pour ma part. Vous, dans le chat, vous faites ce que vous voulez, mais par contre, si vous abusez, je vous le dirai, encore une fois. Le fait est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la production de connaissances, la production de savoir, la réalisation d'actions, et notamment la modification de corps, etc., c'est forcément indexé à une réalité qui est une réalité dans nos sociétés, qui est raciale, qui est genrée, qui est patriarcale, etc., etc. On a vu au cours de l'histoire que, par exemple, les personnes racisées étaient utilisées comme des cobayes dans les sciences médicales, qui n'arrivaient pas aux personnes blanches, en fait. Partant de là, on constate qu'effectivement, il y a des connaissances qui se sont développées en utilisant des corps humains. C'est la même chose sur les femmes. Les femmes, dans une société patriarcale, ont servi de cobayes, ont servi tout simplement de tests pour développer des choses. Parce que dans une société où elles sont infériorisées par rapport aux hommes, en fait, elles servent d'outils, elles servent d'objets, tout simplement. Et là-dessus, ça s'entend, et c'est pas déconnant de se dire que, encore une fois, des rapports aux personnes trans vont être, encore une fois, empreints, effectivement, de ce rapport particulier, en fait, de ce rapport de force particulier. Donc moi, ça m'étonne pas forcément, on va dire ça comme ça. Je l'aurais pas forcément tourné tel que ça l'est, parce qu'effectivement, il y a un peu un côté qui, je dois l'avouer, moi aussi, sonne un peu beaucoup comme nous les mecs trans, on souffre. Et je suis un peu là en mode, oui, et so. Parce que, en fait, oui, vous souffrez très bien, mais en fait, en attendant, les femmes trans, elles ont servi de sujet d'étude. En fait, les femmes trans, elles ont servi d'objets sur lesquels on peut faire des expériences. Donc, partant de là, oui, parce que mec trans, vous avez été mis de côté, mais en fait, je vais pas faire d'hierarchie, quoi. Et en fait, le problème, c'est que la manière dont c'est tourné peut potentiellement laisser penser à une hiérarchie des souffrances. Et ça, vous le savez qu'ici, sur ma chaîne, moi, faire une hiérarchie, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Dire qu'il y a des rapports d'oppression qui sont différents en fonction des oppressions, c'est une évidence. Dire qu'une oppression se réalise de manière différente, c'est encore une fois quelque chose qui est plus que visible. On n'a pas les mêmes rapports d'oppression entre des personnes noires, des personnes handi, des personnes trans, etc., etc., quand bien même dans tous les cas ce sont des rapports d'oppression, quand bien même dans tous les cas ce sont des personnes qui sont maltraitées dans nos sociétés. Mais ce n'est pas maltraité de la même manière, même si sur certains points, évidemment, il y a des parallèles évidents qui se font, sur d'autres, c'est pas le cas. Une personne trans ne subit pas la même chose que subit une personne noire. Et encore une fois, il ne faut pas non plus oublier du coup derrière ce qui se rajoute, à savoir évidemment l'intersection. Si vous êtes une femme trans et que en plus vous êtes noire, vous n'allez pas prendre la même chose que juste une personne noire ou que juste une personne trans. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà, je remets une couche d'emphase sur impression. J'ai vraiment du mal avec sa volonté de rapprocher androcentrisme et la priorisation de travailler sur le corps des femmes. C'est effectivement la chose qui, je pense que c'est relativement clair à ce que je dis, me dérange aussi. Je pense qu'il y a malheureusement un peu le message qui se transmet de faire une hiérarchie. Et ça me pose problème. Parce que du coup, pour finir sur ce que je disais, quand bien même la réalisation des oppressions n'est pas la même, les mécanismes sont globalement parallèles, sont équivalents. Une haine se rapproche très très fort des autres haines, tout simplement, et de leur expression, mais ça reste que c'est pas les mêmes haines, tout simplement. Donc derrière, pour autant, on va pas venir dire « Ah mais toi tu souffres plus que telle autre personne ». Non, dans les deux cas, en fait, c'est des souffrances. Si on commence à faire la hiérarchie, alors on va juste reproduire un système qui est un système oppressif. Si on commence à tout simplement baser
cette logique-là, de se dire « Ah, mais tu vois, telle personne, elle subit tel truc, donc elle subit plus que telle autre personne qui subit une oppression, mais on estime qu'elle subit moins », bah déjà, c'est un jugement de valeur. Qu'est-ce qui te permet de te dire, là, ah bah oui, objectivement, tiens, tu souffres beaucoup plus. Est-ce que vous trouvez pertinent, quand deux personnes sont opprimées, mais pas par les mêmes choses, de regarder une des deux personnes et lui dire « Ouais, t'es opprimé, mais franchement, t'es moins opprimé que l'autre ». Je suis désolé, mais pour moi, c'est éclaté au sol. Le problème, en fait, il est que les personnes sont opprimées dans les deux cas. Ce qu'il faut se battre, c'est contre les oppressions. Pas venir faire une hiérarchie entre personnes opprimées pour dire « Ah ouais, mais toi, finalement, ferme ta gueule ». Parce que ça revient à ça, de dire à quelqu'un que son oppression, elle est moindre qu'une autre. C'est pas un truc qui, pour moi, est OK. Pour moi, encore une fois, dire que les oppressions ne se réalisent pas de la même manière, qu'elles n'ont pas les mêmes conséquences, oui. Venir dire que, du coup, une personne opprimée est plus à prendre en compte hiérarchiquement qu'une autre personne opprimée, non. Dans un contexte, me dire que telle personne qui subit telle oppression, il faut faire un focus particulier, oui, parce que dans ce contexte, il se trouve que son oppression a un effet particulier qui ne touche pas une autre personne qui est oppressée par autre chose. Il n'y a pas de problème là-dessus. Venir me dire que, en fait, dans tous les contextes, de manière constante, telle personne, il faut toujours faire un focus plus particulier sur elle que sur les autres, systématiquement, de manière généralisée, constante, là je vais dire non. Parce qu'en fait, les oppressions dépendent d'un contexte. Les oppressions peuvent se reproduire. Et encore une fois, faut pas oublier que même dans des systèmes de personnes qui sont oppressées, dans des systèmes donc de groupes, de personnes oppressées qui se regroupent pour essayer de se soutenir, etc., on va reproduire des oppressions différentes, mais on va les reproduire également. Il n'y a pas de milieu où il n'y a pas d'oppression, parce que dans des sociétés comme les nôtres, on reproduit constamment des oppressions, où on produit, maintient, renforce des oppressions. Quoi qu'on fasse, on est forcément influencé par ça. Il faut faire des efforts constants, systématiques, pour essayer de se sortir, ou en tout cas de minimiser, de réduire autant que possible les oppressions qu'on reproduit. Et ça reste un travail de chaque instant, et donc du coup qu'il faut adapter à chaque contexte. Je reprends. La fétichisation des corps féminins par les hommes, ce serait l'expression de cet androcentrisme. Mais la formulation, là, c'est particulier. Ouais, c'est pour ça que je dis, ce qui est dit est pas forcément déconnant, on va dire ça comme ça. Il y a des points qui sont pertinents, mais je l'aurais pas formulé comme ça. Personnellement, si j'avais rédigé cet ouvrage, je ne l'aurais pas rédigé comme ça. J'ai pensé à un moment à ça, il y a l'hétéronormativité, mais on va pas se mentir, quand une personne est trans, la normativité, elle est relative. Ouais, ça dépend. Également, l'androcentrisme invisibiliserait les hommes trans. Ouais. Ça dépend, on peut se poser la question, par quoi est définie d'abord la personne, son poste, son parcours scientifique, sa position de chercheur, le fait d'être blanc. Pour moi, il est avant tout un chercheur blanc. Là, on va parler de la personne qui rédige, et à mon sens, c'est pas mon travail. C'est pas ce que j'ai à faire. À travers ce qui est dit, j'aurais tendance, par contre, effectivement, à contrario, à voir que cette manière de rédiger, à voir que cette formulation correspond quand même vachement plus à un certain nombre de vecteurs de normes qui sont pas forcément celles que je trouve idéales, et que, en fonction du profil de la personne derrière, bah, disons que je serais pas forcément étonné. Et effectivement, quand on voit que le profil de la personne qui est derrière, c'est en l'occurrence d'être certes un mec trans, mais un mec trans qui est blanc, qui est plutôt privilégié par sa position et son capital, à savoir de chercheur, etc., bah oui, ça va forcément indexer un minimum sa manière de traduire et de vouloir faire du contenu, on va dire. Ses angles, bien sûr. Ça veut pas dire que c'est parce que c'est lui en tant que tel qui pose problème. C'est qu'encore une fois, on a des rapports sociaux dans notre société qui indexent nos manières de voir. Globalement, si vous êtes une personne blanche, déjà votre manière de traduire le monde, elle va être forcément indexée à ça. Ça peut pas être autrement. Parce qu'on est dans des sociétés qui sont suprémacistes blanches. Donc déjà, partant de là, votre vision du monde, elle va forcément être touchée. Qui que vous soyez une femme, que vous soyez une personne trans, que... Peu importe, on s'en fout. À partir du moment où vous êtes une personne blanche, ça va jouer. Ça va jouer. Si à ça, vous venez rajouter effectivement un contexte, on va dire, de haut capital culturel, ça va rajouter des couches, etc., etc. Et là, en l'occurrence, c'est l'angle que ça en dégage. Effectivement, quand on lit ce genre d'ouvrage, pour moi, c'est un point de vue qui est un point de vue de personnes blanches, issues d'un cadre social plutôt favorisé, ne serait-ce que par une position de chercheur surplombant. Et ça, c'est un problème. En fait, c'est un problème. À partir du moment où vous produisez du contenu scientifique et que vous estimez
donc vous en ayez conscience ou pas n'étant pas la question au passage, mais que votre manière de faire traduit que vous avez un côté surplombant, c'est que vous n'avez pas compris comment vous faites de la science. La science, ce n'est pas surplomber. La science, ce n'est pas être en dehors de la réalité. La science, c'est avoir conscience qu'on est dans la réalité, qu'on a des limites, et essayer avec cette conscience-là, avec cette capacité, on va dire, à analyser, à essayer d'analyser surtout ses biais, à analyser le fait que justement on est dans la réalité. Et c'est là où pour moi il y a un problème parce que souvent dans le contenu de vulgarisation, dans le contenu de la recherche, cet angle-là n'est pas pris en compte. C'est jamais avec le recul nécessaire. Très régulièrement, le contenu qui est produit, c'est un contenu surplombant, un contenu avec souvent en fait l'idéologie derrière, qui est une vieille idéologie, de la distinction entre la rationalité et les émotions. Comme si la personne qui fait de la recherche, elle est capable de s'extraire de la réalité, du gros tas de boue dans lequel évoluent toutes ces personnes, d'être au-dessus sans se tacher par ces grosses taches de boue et de voir comment ça marche. Et non, en fait, les scientifiques, les personnes qui font de la vulgarisation sont tout autant dans la fange avec les autres, en fait. On n'est pas au-dessus. Et ça, c'est un gros problème parce qu'encore une fois, moi, personnellement, en tant que personne qui quand même a un parcours scientifique, encore une fois, psychologue social, j'ai vu comment se comportent mes collègues. Je vois comment mes collègues voient le monde. Et encore une fois, je vois comment moi-même, pendant longtemps, et probablement encore sur un certain nombre d'aspects aujourd'hui, j'ai cette manière aussi de me voir comme au-dessus. Mais on n'est pas au-dessus. On est dans la fange avec les autres cochons, en fait. À un moment donné, il faut s'en rendre compte. On est un cochon, comme les autres. La seule distinction, c'est que on est un cochon qui essaye de regarder ce qui se passe autour. Là où d'autres personnes, par leur contexte, n'ont pas forcément cette approche-là. Mais on est dans le tas de boue avec les autres, en fait. On est tout autant touché par le tas de boue. Et c'est ça vraiment un problème qu'il y a de manière très récurrente dans la recherche. Et dans la vulgarisation, etc. C'est cette approche de se dire non, mais moi je suis au-dessus. Moi je suis au-dessus, je surplombe et je regarde ce qui se passe avec tout mon gros cerveau. Et là, c'est un peu ce qui se dégage de cette production-là, de ce que je lis. Encore une fois, ça sert à rien de se centrer sur la personne parce qu'on s'en fout. Mais c'est cette approche-là qui est produite parce que cette personne vient de ce contexte-là, a priori en tout cas. Je reprends. Le traitement médical des personnes intersexes illustre particulièrement bien ce phénomène. Après avoir longtemps travaillé aux côtés de John Monnet, la psychosociologue Suzanne Kessler publie en 1991 un point de vue critique sur la prise en charge des nouveau-nés aux caractéristiques sexuelles ambiguës. Elle fait d'abord le constat suivant. Le déterminant de l'attribution d'un sexe ou de l'autre est avant tout la taille de l'organe génital externe. La composition des chromosomes, comme le taux d'hormones sexuelles, importe peu par rapport à l'apparence physique. Et surtout, dans l'évaluation de l'apparence, le pénis constitue la référence. La taille de l'organe est estimée insuffisante pour être un pénis, c'est-à-dire que dans la majeure partie des cas d'intersexuation, un acte chirurgical d'ablation partielle est pratiqué pour former un clitoris. En cas d'absence de vagin, une vaginoplastie est également réalisée. En revanche, la taille de l'organe externe est rarement augmentée pour en faire un pénis et le sexe masculin n'est pas attribué si elle est jugée trop petite. Tout se passe comme si les hommes ne pouvaient être des hommes que par nature. Les corps trop indéterminés sont soumis à l'intervention de la médecine et se voient attribuer le sexe féminin par défaut. Comme dans la clinique de l'intersexuation, la médecine fabrique plus volontiers des corps MTF que des corps FTM. Sur ce point, la terminologie médicale employée pour la chirurgie de réassignation proposée aux hommes trans en dit long. L'opération génitale la plus couramment pratiquée dans leur cas est appelée la phalloplastie. Comme le remarque le chercheur Jason Cromwell, l'usage du terme de pénoplastie est réservé aux hommes cis qui se font allonger ou élargir le pénis. Les FTM se voient accorder un phallus symbolique, mais pas un pénis biologique. Aucune chirurgie de réassignation ne semble suffisante pour devenir concrètement un homme. Il est admis que le sexe féminin se construit physiquement et socialement selon l'adage de Simone de Beauvoir, mais la représentation du masculin reste de l'ordre du biologique. Cette hypothèse ne contredit pas nécessairement la thèse d'autres théoriciennes qui, à l'instar de l'anthropologue française Nicole Claude Mathieu, avancent que ce sont les femmes qui sont constamment renvoyées à une prétendue nature, là où les hommes symbolisent davantage la culture. Car si la masculinité se conquiert socialement, tandis que la féminité assigne à un destin reproductif, le corps des hommes sont considérés comme étant naturellement puissants. La sexualité masculine, notamment, est envisagée sur le mode des besoins naturels, alors que la sexualité féminine est souvent pensée comme une réponse affective à ces besoins. La testostérone est conçue comme étant plus stimulante que les œstrogènes.
spermatozoïdes sont quant à eux représentés comme des gamètes actifs, par opposition à des ovules dépeints comme étant relativement passifs. Emily Martin voit d'ailleurs une projection de romance hétérosexuelle dans la description scientifique qui est souvent faite du phénomène de fécondation. Des discours médicaux sur le sujet ressemblant étrangement, nous dit-elle, au classique récit du prince partant vaillamment à la rencontre de sa princesse, qui, elle, reste cloîtrée à l'attendre. L'androcentrisme qui sous-tend de telles représentations conduit à une visibilité sociale différentielle des MTF et des FTM. Les femmes trans sont bien mieux connues que les hommes trans. Plus encore, elles font l'objet d'une certaine fascination collective. Bon, alors là, par exemple, j'étais plutôt d'accord sur ce qui se disait, parce que c'est un état des lieux. L'état des lieux est assez clair, donc j'ai pas forcément grand-chose à redire dessus. Par contre, la phrase que je viens de lire, elle me fait un peu plus tiquer. C'est-à-dire que la première partie, les femmes trans sont bien mieux connues que les hommes trans. Je suis pas d'accord. Non, les femmes trans ne sont pas mieux connues que les hommes trans. Non. Elles sont plus sujettes peut-être à être fétichisées, etc. Par contre, elles sont pas mieux connues. Connues sous-entend que y a de la connaissance produite dessus et ça, même médiatiquement reconnu, je suis pas d'accord. Plus fétichisé, je suis d'accord. Plus médiatiquement reconnu, je suis pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une différence en fait. Le corps des femmes trans et les femmes trans en général sont plus sujettes à être utilisées, à être fétichisées, à être exploitées. Ça, pourquoi pas ? Mais par contre, connu, médiatiquement reconnu, ça traduit une autre idée et là-dessus, je suis pas d'accord. Là-dessus, personnellement, je peux pas trop souscrire à ça. Par contre, à contrario, la deuxième partie, c'est de dire, plus encore, elles font l'objet d'une certaine fascination collective. Ça, pourquoi pas ? Parce qu'on se rapproche justement du côté fétichisation, qui est, encore une fois, quelque chose qui est connu, qui est un minimum documenté. Donc, là-dessus, d'accord. Mais vraiment, le côté les femmes trans sont mieux connues que les hommes trans, non. Enfin, je peux pas être d'accord avec ça. Je suis désolé, mais encore une fois, il y a un problème dans le sens où les femmes trans ne sont pas mieux connues. Elles sont mieux exploitées, elles sont mieux fétichisées, elles sont plus mises sous le feu des projecteurs, mais en fonction en fait des éléments d'oppression qui s'enclenchent sur elles. Mais elles sont pas mieux connues en fait. Enfin, ça a pas de sens. Voilà, vous êtes plus exposés. Ça, je suis d'accord. Les femmes trans sont plus exposées, oui, d'accord. Ça, y a pas de souci. Mais elles sont pas mieux connues. C'est ça, non. ça, c'est pas. Non. Non, et surtout que en plus, ça va recouper avec un autre truc, mais ça recoupe un petit peu avec ce qu'on dit. Si on part sur cet angle-là, de les femmes trans sont mieux connues que les hommes trans, ça va venir introduire l'idée que du coup, les hommes trans, ils sont plus oppressés parce qu'ils sont plus invisibilisés. C'est faux. En fait, c'est faux. La manière dont les hommes trans sont oppressés n'est effectivement pas tout à fait la même manière que les femmes trans sont oppressées. Mais les hommes trans ne sont pas plus oppressés que les femmes trans. Encore une fois, sinon on part sur la hiérarchie. Et c'est pas la même chose, en fait. Donc, c'est pas une oppression qui est plus grande. C'est une oppression qui est différente. Et c'est pas la même chose. Ça ne traduit pas la même chose. Et malheureusement, quand vous avez une phrase comme « les femmes trans sont bien mieux connues », vous ne traduisez pas le fait que la manière dont les hommes et les femmes trans sont oppressés sont différentes. Vous traduisez l'idée que les femmes trans sont moins oppressées que les hommes trans. Et ça c'est un truc avec lequel je peux pas être d'accord. En fait. Donc je reprends. Bonjour au fait, Pazifae. J'ai pas dit bonjour, je crois. J'espère que tu vas aussi bien que possible en cette belle journée. Médiatiquement exploité aussi, mais c'est clairement ni de la connaissance ni de la reconnaissance. Oui, voilà. D'une certaine façon, oui, les hommes trans sont assez invisibilisés. Beaucoup de monde, quand ils parlent des personnes trans, excluent les hommes, et je parle de vécu. Et ça s'entend, mais là-dessus, on n'est pas sur un côté où les femmes trans sont mieux connues. Pour moi, on est sur de l'exposition. On est sur un côté où l'oppression ne se réalise pas de la même manière. Mais le côté, en fait, de la phrase
traduit que il y a des connaissances produites, et ça, c'est pas vrai. Les femmes trans ne sont pas mieux connues. Elles sont plus visibles, elles sont peut-être moins invisibilisées, et encore que... mais ça traduit une idée qui n'est pas la bonne, je trouve, la phrase qui est dans le texte. Je trouve que c'est une écueil. C'est une des nombreuses écueils de la lecture que nous faisons, malheureusement. D'ailleurs, au passage, pour celles qui arriveraient en cours de route, nous sommes donc en train de lire Transfuge de sexe, qui est un ouvrage qui est transmatérialiste et qui du coup pose problème à plein de niveaux. Et donc je fais cette lecture pour expliquer pourquoi est-ce que le transmatérialisme est un problème. Pourquoi est-ce que c'est vecteur d'oppression plus qu'autre chose. Donc voilà, si jamais vous vous posez des questions sur ce qu'on lit, voilà, vous en savez un peu plus. Même mon médecin qui me prescrit mon THS me le dit, on n'y connaît pas grand-chose. Bah bien sûr. Et bien sûr, parce que les personnes trans sont oppressées et que du coup on ne produit pas de connaissances dessus. On en produit très 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 peu. Donc voilà. Je reprends. Comme l'illustre le cas de Christine Jorgensen, l'abandon volontaire du sexe masculin est perçu comme un phénomène tout à fait sensationnel. Il n'y a pas d'équivalent FTM de Christine Jorgensen. Aucun homme trans n'a jamais été attendu par des dizaines de photographes et de journalistes au retour de sa phalloplastie. L'engouement suscité par les transitions MTF prend même parfois des allures mystiques ou dangereuses dans certaines fictions. Je suis pas forcément convaincu de ce qui vient d'être lu. Je suis pas forcément du tout convaincu de ce que je viens de lire. Je vous avoue que j'ai pas spécialement de cas, d'exemples en tête, mais il y a encore une fois la manière dont c'est formulé, un côté que je trouve bancal. Il y a un côté bancal. Je trouve qu'il y a un côté bancal dans ce qu'on lit. Voilà. Ça pour moi c'est plus le rapport homme-femme, pas lié au fait d'être trans. Ouais. D'autant que c'est une démonstration par une absence de cas en mode c'est le bon sens. Bah il y a un peu de ça, ouais. Il y a un truc là dans la formulation, dans l'angle qui pour moi ne passe pas. Mais en fait c'est logique parce qu'on est sur du transmatérialisme. Et encore une fois, le problème du matérialisme, pas spécialement et spécifiquement du transmatérialisme, du matérialisme en général, c'est on prend l'état concret des choses là aujourd'hui. En fait, tu pars du concret de le monde public, le monde cis, médiatique, etc. s'est intéressé à un cas. Ok, d'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres ? Est-ce que ça ne veut pas dire que les autres ils sont invisibilisés en fait ? Et comme tu es sur du matériel, puisque c'est le principe du matérialisme, tu viens sur le terrain concret de ce qu'on a là maintenant tout de suite, bah en fait tu nies les rapports de force oppressifs qu'il y a qui invisibilisent, qui détruisent, qui empêchent. Donc du coup, bah tu passes à la moitié des choses à la trappe, quoi. Donc du coup, c'est un peu dommage. Ça pose un peu quand même problème. Et là, pour moi, c'est pas bien en fait comme angle, tout simplement. L'absence de cas ne veut pas dire absence de choses, juste l'absence d'observation. Base des sciences, tout ça, bah ouais. Je fais pareil dans Bibi, hein. J'essaye de pas dire ce genre d'expression, mais je crois que je l'ai même potentiellement dit là tout à l'heure, donc je suis désolé aussi. Effectivement, essayer de toujours mettre les côtés psychophobes de côté, c'est bien. Ne pas faire d'expression psychophobe, c'est mieux. Mais malheureusement, encore une fois, on n'est pas capable de toujours tout contrôler. Tant qu'on essaie de s'améliorer, c'est déjà un bon début, à minima. Bon, je reprends la lecture. Campées en tireuse de cartes, en voyante ou alors en prédatrice sexuelle, les MTF sont à la fois plus présentes et plus malmenées que les hommes trans dans l'imaginaire commun. Alors que l'accès au sexe masculin est refusé au FTM, c'est son abandon qui est stigmatisé chez les MTF. Car si les femmes trans fascinent autant, c'est que leurs transitions sont perçues comme des déclassements volontaires. Quitter le sexe fort est, aux yeux de beaucoup, une décision absurde. Dans une société patriarcale, quel intérêt aurait-on à devenir une femme ? Une telle démarche intrigue par la perte qu'elle engendre sans bénéfice apparent. In fine, il semble impensable à la fois d'acquérir le sexe masculin et de le quitter. Alors là, on va avoir un problème. Parce que là, l'angle, c'est de dire oh, vous avez vu, c'est quand même con parce que les femmes trans, elles perdent des droits, donc c'est pas logique. Et je sens venir l'angle du bon alors pourquoi est-ce qu'elles deviennent des femmes trans ? Bah, parce qu'elles doivent quand même gagner quelque chose derrière. Et j'ai peur de ce qu'on va nous apporter comme réponse, en fait. J'ai un peu peur de ce qu'on va nous apporter comme réponse, là. Il y a une visibilité des femmes trans par misogynie et par transmisogynie. Par contre, je suis méfiante à ce que les hommes trans ne subissent pas une misandrie essentialiste mal placée dans nos communes.
Je ne sais pas si la nuance est faite, mais bon, pour l'instant, je la sens pas. Cette nuance, je la sens pas, mais par contre, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Parce qu'encore une fois, pour moi, les oppressions ne se réalisent pas de la même manière en fonction de qui on est et de ce qu'on est et de nos contextes. En l'occurrence, je pense que les oppressions envers les femmes trans ne sont pas réalisées de la même manière que les oppressions qui sont réalisées contre les hommes trans. A contrario, ça ne veut pas dire que les hommes trans ne subissent pas en fait d'oppression, et y compris dans nos propres milieux, dans nos milieux trans en fait. Ça me semble encore une fois une évidence que bien sûr qu'on en reproduit à différents niveaux. Donc là, il y a un angle qui, pour moi, est un peu problématique parce que effectivement, j'ai un peu beaucoup l'impression qu'il y a des trucs qui vont passer de côté et ça me dérange un peu. Donc on va voir comment ça va aller. Ouais, on gagne le fait d'arrêter de souffrir de dysphorie. Et encore, même comme ça, il y a plein de femmes trans qui continuent à avoir des problèmes de dysphorie. En fait. Donc pour le coup, et encore une fois, c'est quelque chose qui touche pas mal de gens à différents niveaux. J'ai vraiment peur de l'angle qui va être abordé. J'ai peur de l'angle qui va être abordé, franchement. La dernière phrase qu'on a lue, une telle démarche intrigue par la perte qu'elle engendre sans bénéfice apparent. Et en fait, s'il commence en disant un truc du genre sans bénéfice apparent, généralement, ça veut dire que tu vas venir dire en fait, il y a un bénéfice. Est-ce que c'est ce qui va se passer? J'en sais rien. Mais personnellement, une formulation comme ça, c'est ce que ça me fait penser. Et j'ai peur du coup de la réponse qu'on va nous donner. Si c'est bien ça, j'ai un peu peur de la réponse qu'on va nous donner. Donc je vais continuer. La subversion, une affaire d'homme, point d'interrogation. Si les approches queer entendent résister à un tel androcentrisme, elles finissent parfois par le reproduire. Contrairement à ce que l'on observe dans la littérature médicale, ce sont les hommes trans qui sont les plus visibles dans ce champ d'études. En d'autres termes, la subversion est bien souvent pensée au masculin. Au fondement de cette asymétrie, il y a la crainte que les FTM ne se transforment en complices de la domination. Alors, je vais peut-être continuer à lire avant de dire des trucs. Je n'aime pas l'idée que les gens agissent tout le temps par bénéfice personnel, ça fait scientifique rationnel alors que c'est pas le cas. Oui. Ah mais c'est éclaté. C'est une approche éclatée parce qu'en fait on est sur l'approche encore une fois, d'être comment dire, rationnel d'un côté, émotionnel de l'autre côté. Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste aucun sens. Il y a ce côté surplombant et ça n'a aucune réalité. Donc bref, voilà. Je vais continuer à lire avant de réagir à ce que je lis. Car en devenant des hommes, ils se trouvent d'une certaine manière suspectés de trahir leur classe de sexe d'origine. On atteste les nombreux débats sur la place des hommes trans dans les espaces féministes non mixtes, certains de ces espaces leur fermant leurs portes dès lors qu'ils entament leur transition. Comme les personnes qui changent de milieu social et connaissent une ascension au cours de leur vie, les FTM sont souvent sommés de rassurer leur groupe d'origine, en l'occurrence les femmes, et plus spécifiquement les féministes. La focalisation des études queer sur le cas des FTM témoigne d'une volonté de prouver qu'ils ne sont au fond pas comparables à des hommes cis. Les hommes trans y sont considérés comme des exemples permettant d'éclairer les possibilités de subversion de la masculinité. Les approches queer se penchent moins sur les MTF, c'est parce que d'un point de vue féministe, celles-ci rejoignent le bon côté de l'oppression. Je vais quand même un peu réagir. Et je vais essayer de formuler ça de manière un peu propre. Parce que si encore une fois je me laisse juste aller à comme hier gueuler dans tous les sens, ça va pas être très pertinent. Pour le dire gentiment, quand tu essaies de produire un contenu scientifique, tes idées personnelles, tu essaies de le mettre de côté ou tu essaies de prendre du recul avec. Là, ce qui est en train d'être fait, c'est que la personne qui a écrit est très clairement en train d'utiliser différents éléments pour y traduire et y coller son récit. Et ça, c'est un problème. Je vais dire ça comme ça. Et ça, c'est un petit gros problème. Là, il y a un présupposé qui est que les féministes, déjà, sont du bon côté de l'oppression. En tout cas, vu dans des cercles militants comme étant du bon côté de l'oppression. Quel féminisme? C'est ma première question. Quel féminisme?
Parce que, en fait, il y en a plein des féminismes, et notamment il y en a plein en fonction des oppressions vécues par telle ou telle personne féministe. Par exemple, on en parle de l'afroféminisme, et vous croyez que l'afroféminisme il s'entend vachement bien avec le féminisme des Blancs? Vous savez, les fameuses féministes blanches qui sont quand même vachement racistes, qui peuvent être très nationalistes également, etc. En fait, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à dire là-dedans qui sont pas très bien, pas très solides là. Je vais reprendre un peu la lecture du chat. Personnellement, j'ai transitionné par bénéfice personnel, même pas pour une question de société, mais de besoin vis-à-vis de moi-même. Oui. Oula, d'où le féminisme, il a un bon côté à part ses reprises fémo-nationalistes. Non, mais il y a un truc là qui est développé, qui n'est pas... Voilà. C'est dire là que FTM, c'est rejoindre la classe des hommes, donc des dominants dans le patriarcat, mais il y a plein de mais. Oui, il y a plein de mais. Encore une fois, là, il y a une traduction du réel qui est des catégories monolithiques. Rien n'est une catégorie monolithique. Ça n'a juste aucun sens. Ça n'a juste putain d'aucun sens. Si vous venez avec des explications qui sont monofactorielles, vous allez vous planter. Parce que le monde n'est pas monocausal. Il n'y a pas une seule cause et une conséquence en fonction. C'est faux, ça n'existe pas. Il y a toujours tout un tas d'éléments qui coexistent côte à côte, qui vont s'influencer les uns les autres et qui vont jouer. Typiquement, vous prenez un mec trans et un mec trans blanc et un mec trans noir, vous n'allez pas avoir les mêmes rapports de force parce que dans des contextes qui sont les nôtres, il y a des rapports de force autres que juste tu es un mec trans. À plus forte raison, si derrière vous vouliez rajouter également des thématiques comme le fait d'être handi. Ça va jouer aussi. Et c'est pareil pour toutes les différentes étiquettes qu'on pourrait avoir en fait. Dans tous les différents formulations de ces différents contextes, on va avoir des choses différentes en fait qui vont être en présence. Qu'il y ait des rapports de force qui se mettent en place, qui font que des mecs trans vont se comporter comme un très très bon exemple du patriarcat, sûrement. Que dans d'autres contextes, ça soit pas le cas, sûrement. Que même dans les contextes où les hommes trans vont, admettons, avoir des comportements très patriarcaux, probablement qu'il y aura aussi du coup des éléments racistes qui vont commencer à se mettre en place, des éléments également validistes qui vont se mettre en place, etc., etc. Et encore une fois, ça va se décliner pour tous les contextes différents. Là, il y a une simplification qui est faite, et avec en plus de ça une certaine lecture qui me pose problème. On va dire ça comme ça, qui me pose très fortement problème. Il y a vraiment un côté où c'est pas possible en fait à mon sens, de simplifier à ce point-là pour avancer un truc. Parce qu'en fait, en simplifiant à ce point-là un truc, tu passes à côté de la moitié des choses pertinentes et en plus tu arrives sur des trucs qui sont incohérents et qui ne marchent pas en fait. Enfin, là, vraiment, c'est discutable. C'est discutable. C'est très 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 discutable. C'est très 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 discutable. C'est vraiment très 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 discutable. Est-ce que vous voulez que je revienne sur la partie qu'on a lue ou est-ce que j'avance ? Ou est-ce que vous voulez que je revienne sur des points plus particuliers ou est-ce que j'avance ? En fait, on en revient au fait que chaque individu est différent, est unique, qu'elle soit cis, trans, homme, femme, etc. etc. Oui, et que même s'il y a des effets de structure, et qu'il faut prendre en compte ces effets de structure, ça change pas que c'est pas des blocs qu'il y a en face, c'est pas un gros bloc uni et point barre. Il y a tout un tas de blocs en fait. On n'est pas qu'une question d'individus, on est des individus bien sûr, mais en fait on est tout un tas de groupes d'individus avec des contextes qui peuvent se ressembler, au contraire se dissembler, et en fonction du contexte dans lequel on évolue à un moment donné, ces accointances ne sont pas les mêmes, ces liens ne sont pas les mêmes. Parce que sinon on part aussi dans l'autre sens vers le côté finalement on n'est que des individus et c'est que ça qui compte, et non, c'est faux. On n'est pas que des individus, ça faut pas non plus aller là-dedans. Ça ne marchera pas non plus. Mais c'est qu'en fait, d'un côté comme de l'autre, aller sur une explication qui simplifie trop,
bah, en fait, ça te fait rater le point et ça te fait rater le réel, quoi. Y a un truc qui va pas, quoi. Quand l'hypothèse la moins pire, ça serait la méconnaissance. Et bonjour Christine, j'espère que tu vas aussi bien que possible en cette belle journée. J'arrive tard, mais je me permets de partager mon humble avis. Vouloir à tout prix mettre des étiquettes et constituer des communautés, ça a l'effet de diviser tout le monde et empêcher la convergence des luttes contre l'unique système oppressif. Il n'y a pas d'unique système oppressif. Du coup, je peux pas être d'accord avec toi, déjà. Dans un deuxième registre, vouloir à tout prix mettre des étiquettes, c'est pas quelque chose qui va créer de la division, c'est qu'on peut tout à fait avoir des étiquettes, des accointances et se rendre compte qu'on a pour autant des intérêts communs et travailler ensemble. Le fait de vouloir à contrario supprimer les étiquettes, vouloir supprimer notre sensation d'appartenance à tel ou tel groupe, et encore une fois, on appartient à plusieurs groupes en même temps. Ce n'est pas parce que j'appartiens à tel groupe que j'exclus toute autre forme de groupe. J'appartiens à plusieurs groupes en parallèle. En fait, c'est pas en supprimant ces groupes-là qu'on va pouvoir créer un seul gros groupe. La seule chose que ça ferait, ce serait de nier des réalités, ce serait de nier des biais, ce serait de nier des violences oppressives qui se reproduiraient. Et en fait, du coup, la seule chose qu'on ferait, ça serait massacrer des gens. Le problème, c'est pas les étiquettes. Le problème, c'est les rapports de force qu'on établit. Le problème, c'est le rapport hiérarchique qu'on établit. Et c'est ça qui va poser problème. L'étiquette, ça peut pas être un problème en tant que tel. Constituer des communautés ne peut pas être un problème en tant que tel. Ça n'a pas de sens. Parce que, encore une fois, on appartient à plusieurs étiquettes. On appartient à plusieurs communautés. Ça n'a pas un effet qui intrinsèquement divise et empêche une convergence des luttes. Ce que c'est surtout, particulièrement, principalement, qui va causer ça, c'est les rapports de force, c'est les systèmes oppressifs, et le fait que justement, il n'y a pas un unique système oppressif, il y en a plein. Il y en a plein des systèmes oppressifs, qui se répondent les uns les autres, qui réagissent, qui se renforcent, etc. Mais il n'y a pas un seul ennemi, il y en a plein des ennemis. Et le problème aussi qu'il faut avoir conscience, c'est que qui qu'on soit, et où qu'on soit, on est sûrement l'ennemi de quelqu'un. Qu'on le veuille pas, ne changeant pas grand-chose au final. Encore une fois, on évolue dans des systèmes qui sont des systèmes oppressifs, des systèmes, je dis bien des systèmes parce qu'encore une fois, il y en a plusieurs, et qui nous influence, qui fait qu'on reproduit un certain nombre d'éléments oppressifs. Encore une fois, qu'on le veuille pas, qu'on en ait conscience, qu'on n'en ait pas conscience, n'est pas la question. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Si on empêche en fait les gens de se regrouper, si on empêche les gens de pouvoir tout simplement voir qui est comme elle, on empêche aussi tout simplement de se réapproprier, de s'échanger dessus, de s'émanciper, de se renforcer, de se soutenir. Parce qu'encore une fois, si on fait juste un énorme gros groupe et on dit « Ah, cet énorme gros groupe, il nous permet d'aller défoncer le seul ennemi en face », bah en fait, on se rend compte pas de tous les gens qu'on est en train de massacrer dans notre soi-disant gros groupe, parce qu'on est en train de le faire, en fait. C'est juste qu'on se rend aveugle à ça, mais on est déjà en train de le faire. Et pour moi, c'est un problème. C'est un énorme problème. Je me permets de continuer la lecture du chat. Ce sont les systèmes oppressifs qui mettent les étiquettes à la base. Alors, je dirais pas que ce sont les systèmes oppressifs qui mettent les étiquettes, ce sont les systèmes oppressifs qui font une hiérarchie et qui divisent en fonction des étiquettes. Ce n'est pas la même chose. Se mettre une étiquette, c'est ok. C'est pas un problème. Ça ne peut pas être un problème. Je vais vous faire ça dans un autre registre. Je me mets personnellement l'étiquette rôliste. Ça pose de problème à personne que je me mette l'étiquette rôliste. Parce qu'il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de rapport hiérarchique dans nos sociétés en fonction d'être rôliste ou de ne pas être rôliste. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourtant, l'étiquette, je l'ai. C'est pas le système oppressif qui construit l'étiquette. C'est juste que les systèmes oppressifs, vont utiliser ces étiquettes qui existent, en tout cas certaines étiquettes, pour construire des rapports de force, pour construire des rapports hiérarchiques, et là, ça devient un problème. Le problème, c'est pas les étiquettes, c'est de les voir comme des buts finis. C'est des nomenclatures pour se situer et s'orienter, pour partager des vécus, et en plus de ça, je rajouterai qu'ils peuvent changer au cours du temps. Rien ne fait que parce qu'à un moment donné, je me suis mis telle étiquette et je me sens proche de telle communauté, je vais le garder et le rester toute ma vie. Je vais très clairement évoluer au cours de ma vie et je vais en changer, et ce n'est pas un problème, en fait. Je continue à rattraper. Autre chose avec laquelle je suis pas d'accord, les groupes opprimés contrôlent rarement l'étiquette que les groupes oppresseurs leur collent. Ça aussi, c'est vrai. Du coup, en faire un reproche aux groupes opprimés, c'est effectivement plutôt bof. Effectivement, beaucoup de fois, les étiquettes qui sont collées ne sont pas collées par les gens de ces groupes-là, sont collées par les gens en face. Et effectivement, du coup, venir en disant du coup, ça divise, etc. Bah oui, très bien, sauf que quand t'es victime, en fait, du fait qu'on te met cette étiquette, tu peux rien y faire, quoi. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est un point que j'ai pas développé, mais qui est pertinent à mon sens. Tu as raison, non, Bibi.
C'est aussi pour pouvoir se les réapproprier, échanger dessus, s'émanciper, se nommer, je suis d'accord. Intersectionnalité, c'est inclure les revendications dans sa lutte, pour l'élargir, ne pas foutre les gens sous le bus, pas assimiler les luttes des autres dans une seule et même lutte, qui encore une fois, de toute façon, n'aurait pas de sens. On n'a pas une lutte unique, ça n'a aucun sens. S'il n'y avait qu'un seul système oppressif, ce serait vachement plus simple de lutter contre, clairement. Le fait que je sois une femme blanche valide ne me met pas à l'abri des violences sociétales. J'ai une réticence avec l'association Nous Toutes. C'est la ségrégation des genres. Mais ça n'a aucun sens ce que tu viens de dire. Pourquoi ? Parce que là, typiquement, tu reprends et tu reproduis des comportements oppressifs. Que tu le veuilles pas, encore une fois, n'étant pas la question. Là, tu es en train de nier des vécus, tu es en train de nier la réalité que des gens qui sont des femmes blanches valides, de par le fait d'être des femmes blanches valides, produisent des violences, en reproduisent, et ne voient pas le problème. Je dis pas que c'est ton cas forcément, hein, que tu le veux encore une fois, mais là, le fait est que ce que tu fais, typiquement, c'est nier ça. Et c'est déjà une oppression, c'est déjà un truc qui n'est pas OK. C'est pas une question de ségrégation des genres, c'est une question d'avoir conscience que, en fonction de nos réalités, en fonction de qui on est, de ce qu'on est, de où on se situe, on est imbriqué dans des croyances, on est imbriqué dans des idéologies, on est imbriqué dans des fonctionnements qui, de ce fait, peuvent, et c'est notamment le cas quand on est déjà une personne blanche, basiquement, à plus forte raison quand on est une personne blanche et valide, etc., etc., et encore une fois, on peut ajouter un certain nombre d'étiquettes, on va avoir une position qui est à l'avantage d'autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'on ne subit pas d'oppression. Ça ne veut pas dire que parce qu'on fait subir des oppressions, nous-mêmes, on ne peut pas en subir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a strictement aucun putain de sens. Ça veut juste dire que, malheureusement, même si on en subit, on peut en faire subir. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je vais vous prendre un autre cas. Vous prenez un truc qui malheureusement est un peu trop documenté, le cas des violences à l'école, le cas du harcèlement scolaire. L'écrasante majorité des personnes qui font du harcèlement, qui produisent du harcèlement, sont des personnes qui reçoivent à un moment donné de leur vie du harcèlement ou des violences. Ce que ça sous-entend, c'est pas que parce que tu subis des violences, tu reproduis des violences. C'est pas ça qu'il faut capter, parce que c'est con en fait. Il y a aussi des personnes qui n'en subissent pas et qui pourtant produisent des violences. Et il y a également des personnes qui subissent des violences et qui pourtant n'en reproduisent pas. Donc c'est pas ça le lien qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que tu subis des violences que tu n'es pas capable d'en faire subir aussi. Et donc de fait, c'est ça qu'il faut capter. C'est ça qu'il faut comprendre. Les hommes sont aussi victimes du patriarcat, ils sont éduqués pour être en compétition avec les autres hommes. Oui, d'accord, et alors ? Oui, effectivement, un certain nombre de personnes sont victimes du patriarcat, hommes et autres. Est-ce que ça veut dire que pour autant, elles ne reproduisent pas des violences ? Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on ne doit pas questionner, on ne doit pas remettre en question les violences qui sont produites, qu'on doit excuser, ou qu'on doit les nier, qu'on doit les mettre sous le bus ? Est-ce que parce que Jean-Michel à ma droite est en train de subir le patriarcat, je dois lui dire je sais pas moi, on va dire à Jocelyne qui est à ma gauche, bah écoute, il est en train de te faire des trucs qui sont dégueulasses, mais écoute, il subit aussi le patriarcat, donc finalement on va faire un groupe commun, et puis ça va aller. Bien sûr que non, ça n'a pas de sens. Il faut entendre les deux, et il faut agir sur les deux. Ok Jean-Michel, tu subis des oppressions patriarcales, on va essayer de s'en occuper. Mais en fait, Jocelyne, tu subis des oppressions du fait de Jean-Michel, donc on va aussi s'en occuper, on va essayer. C'est ça qu'il faut capter. Il faut arrêter d'invisibiliser et de mettre de côté, et de du coup, toujours systématiquement foutre sous le bus les mêmes personnes, hein, encore une fois, parce qu'on se dit, il faut faire une lutte commune. C'est très très bien la lutte commune, mais sauf qu'en fait, ça n'a pas de sens, parce qu'il n'y a pas qu'un seul élément en fait oppressif, il n'y a pas qu'un seul ennemi, il y en a plein des ennemis. Et encore une fois, vous tous, autant que vous êtes, vous, moi, votre voisin, votre grand-père, qui vous voulez, peu importe, nous sommes l'ennemi de quelqu'un. Nous produisons des violences, nous reproduisons des violences. Et il faut en avoir conscience pour pouvoir agir dessus. C'est une nécessité d'accepter qu'on fait de la merde. Ok ? On fait de la merde. Vous, moi, votre voisin, n'importe qui, on fait de la merde, on fait de la violence. Encore une fois, qu'on le veuille pas, qu'on le voit pas, ce n'est pas la question. Ça n'est pas la question, ça ne sera jamais la question. On en produit. C'est un constat. On évolue dans des sociétés qui sont des sociétés oppressives. On évolue dans des sociétés qui nous enseignent, qui nous apprennent, qui nous maintiennent, qui nous font reproduire ces violences. Tant qu'on ne vient pas questionner ça, tant qu'on ne vient pas comprendre et accepter que oui, on en produit, oui, on en reproduit, oui, on en maintient, on n'avancera pas. Il n'y a pas qu'un seul ennemi, il y en a plein. Et vous êtes un ennemi. Je suis un ennemi. Tout le monde est un ennemi. Tant que vous l'acceptez pas, on va pas avancer. C'est pas possible d'être aussi éclaté quand même à des moments. Excusez-moi, je commence à m'agacer, mais en même temps, avec la lecture qu'on a, ça aide pas aussi. Hein.
Voilà, c'est un facteur qui augmente les risques que ça arrive. Tout à fait, Pasiphae. Ne pas se mettre d'étiquette, ne pas se nommer, c'est surtout omettre de voir ce qui nous définit. Souvent, des marques de domination. Oui. Encore une fois, il n'y a pas qu'un seul ennemi. Il y a plein d'ennemis différents, et on en est. Et encore une fois, vous pouvez vouloir vous placer sur un côté « Non, mais moi, quand même, je fais du mieux que je peux ». Très bien, tu peux faire du mieux que tu peux, ça ne veut pas dire que tu fais quand même bien. Malheureusement, hein, c'est très triste. Je vais vous prendre une métaphore qui est peut-être un peu éclatée au sol, mais vous allez comprendre. Quand j'ai une fuite sur ma tuyauterie, que je suis obligé d'aller faire de la plomberie, je peux faire mon mieux, je ne suis pas plombier, la moitié du temps, je résous pas grand-chose. Pourtant, j'ai fait de mon mieux. Est-ce que ça m'a empêché de péter un peu plus le truc de plomberie? Est-ce que ça m'a empêché de ne pas réussir à résorber la fuite? Bah non. Pourtant, j'ai fait de mon mieux. Ouais, bah ça change rien. Je suis toujours pas plombier. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? On peut avoir les meilleures intentions du monde. On peut essayer autant que possible d'agir du mieux possible. On se plantera. Vous vous plantez. Je me plante. Votre voisin se plante. Votre sœur se plante. N'importe qui autour, en face de vous, se plante. C'est normal de se planter. La question qu'il faut se poser, c'est pas comment m'assurer que je ne me plante jamais. La question qui se pose, c'est comment m'assurer de me planter le moins possible. Comment m'assurer que quand je me plante, je sois le mieux possible à même de réparer autant que possible ce que je me suis planté. C'est ça la question qu'il faut se poser. Et vraiment, si votre seule approche, ça va constituer à dire « Ah oui, mais moi vous partez mal. Vous partez très mal. Vous partez très 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 mal. À plus forte raison si derrière ça vient se coller avec un oui, mais il faudrait qu'on arrête d'avoir des étiquettes et des identités différentes, etc. Comme si c'était ça le problème. C'est pas ça le problème. On aura toujours des identités différentes. On sera toujours fondamentalement différents les uns des autres. Ce n'est pas le problème. Le but du jeu, c'est pas d'uniformiser les réalités. Le but du jeu, c'est pas qu'on soit tous des clones les uns des autres. Ça n'a pas de sens. C'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est le rapport de force qu'il y a dedans. Ce qui pose problème, c'est les oppressions qu'on reproduit en fonction de ça. Pas à cause du fait que ça existe, mais parce qu'on y a traduit derrière des rapports hiérarchiques. C'est ça qu'il faut combattre. À partir du moment où on est inclus dans un tissu social, alors oui, on sera toujours dans la potentialité d'un conflit. Oui. Ça t'arrive de faire des lectures qui ne t'énervent pas? Oui, quand on a fait la lecture de V6, c'était très bien. La lecture commentée de En toute puissance était très 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 bien. C'était adéquat. C'était utile, c'était positif, ça montrait des trucs pas bien, mais pour montrer comment aller vers du mieux, comment se remettre en question, comment utiliser le bagage qu'on avait, etc. Et c'était bien. Et c'était bien. J'appréciais beaucoup cette lecture, c'était cool. Voilà. Voilà. J'ai vu le marqueur de 20 de VOD, donc je vais cut là-dessus. Petite fougère de YouTube. On se retrouve très bientôt pour une prochaine séquence de lecture. Des bisous.